Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Dans un instant, la décapante Ophélie Roch nous donnera son point de vue sur les vrais enjeux de la rentrée scolaire. On reviendra notamment sur les déclarations d'Elisabeth Borne qu'elle a réitérées ce matin et également sur les changements à l'école ainsi que l'attraction de plus en plus forte pour le privé. En plateau aussi les adieux de Monseigneur Pascal Gollnisch. Il quitte aujourd'hui ses fonctions à la tête de l'œuvre d'Orient, œuvre qu'il a dirigée pendant 15 ans. Quels enjeux, quel bilan pour ces chrétientés de plus en plus persécutées, de plus en plus minoritaires? On lui posera bien entendu la question. Et puis, l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz, l'assure, on peut augmenter le pouvoir d'achat et même vos salaires de 30% d'ici les 10 prochaines années, avec ou sans inflation? Telle est la question. On lui posera bien évidemment. Et puis, on reviendra ensemble sur les enjeux actuels autour des finances publiques, pour lesquels il nous donnera bien évidemment son point de vue. Bonjour Ophélie Roch. Bonjour. Vous avez éteint votre portable? Oui, il est promis. Promis, il est éteint. Promis. Je fais comme les élèves dans la classe, je l'éteins. Alors, consciencieusement. C'est la question de week-end d'ailleurs, sur lefigaro.fr. Faut-il interdire le portable au collège et au lycée? Alors normalement, il est déjà en train d'être interdit dans certains établissements. On a ce qu'on appelle des pochettes, des petites cages de Faraway, vous savez, les enfants mettent le portable à l'entrée et la pochette se verrouille automatiquement et ils ne peuvent plus sortir le portable du tout de la journée. Alors ce n'est pas dans tous les établissements, bien sûr, mais il y a des expérimentations qui sont en cours. Donc mon collège, par exemple, l'expérimente cette année. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. À mon avis, les pochettes vont être un peu trouées avec des ciseaux parce que les gamins, je pense qu'ils vont essayer de les... Ah, vous avez des idées? Ah non, mais oui, j'en ai plein pour eux. Non, mais on sait très bien que interdire quelque chose est toujours compliqué parce qu'il y en a toujours qui vont trouver des dérivatifs. Sauf que cette interdiction, quand même, existe depuis longtemps. En fait, c'est pas une interdiction dans le sens où on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir un objet. Le problème, c'est que le portable, à l'école, est autorisé à la condition qu'il soit coupé, fermé. C'est-à-dire, voilà. En vrai, les enfants ont tendance à oublier un petit peu le côté, on le met en silencieux au minimum. Après, c'est très, très compliqué. Moi, je ne suis pas forcément pour une interdiction brutale du portable parce que l'éducation nationale marche sur la tête, si vous voulez. Ils n'ont plus de cahier de texte. Le cahier de texte, maintenant, est sur leur portable. Ils n'ont plus de carnet de correspondance. C'est sur le portable. Donc, ça me semble compliqué de leur demander d'être tout numérique et en leur enlevant ce portable-là. La seule chose qu'il faut, c'est que le portable, ça doit être un outil qui sert peut-être à se connecter sur Internet, mais il faut en effet respecter. Vous êtes en classe, vous ne le sortez pas. Si après, ma foi, pendant la cantine, ils veulent sortir leur portable, souvent on les laisse faire, dans le sens où vaut mieux qu'ils aient des moments à eux avec et des moments en classe où c'est sanctuarisé. Il faut mieux qu'ils aient des moments à eux avec tout ce qui peut circuler sur Internet. Vous savez, le problème, c'est que les manuels papier disparaissent. Tous les enfants sont soit une tablette, soit un ordinateur portable. Ces tablettes et ces ordinateurs portables sont connectés de facto à Internet, parce que les manuels sont dans le cloud, en fait. Donc, c'est illusoire de croire que l'école est un sanctuaire. En fait, on ne peut pas empêcher Internet d'aller dans l'école, parce que l'école a fait le choix, tout simplement, de se construire autour de ces systèmes numériques. C'est un choix qu'on peut déplorer. Moi, à titre personnel, je préférais les manuels papier, et je préférais le carnet de correspondance, et je préférais quand c'était palpable, mais l'école a fait ce choix de se numériser en pensant aller dans le futur en faisant ça. C'était à mon avis plus une erreur qu'autre chose, mais c'est un choix. Donc moi, ce que je trouve un petit peu hypocrite, c'est de nous dire attention, il faut absolument préserver vos enfants du numérique, quand le système même les pousse finalement en direction du numérique. Parce que moi, les agendas, par exemple, ne sont plus obligatoires, tout simplement parce que c'est le professeur qui doit mettre les devoirs en ligne sur l'agenda numérique. Donc, vous voyez, tout est fait, finalement, pour que les enfants soient rendus, d'une certaine manière, dépendants à ces choses-là. Vous êtes content de votre classe cette année? Alors, je ne les ai pas encore rencontrés. J'ai fait la rentrée des professeurs, mais la vraie rentrée, pour moi, aura lieu ce jeudi. Mais en général, chaque année, on est toujours content des classes qu'on a. Il y a toujours des petites classes qui sont un peu vos chouchous, mais bon, on ne le dit pas. On ne le montre pas, surtout. Les VARS, fait partie des changements cette année, et avec en particulier l'éducation à la vie affective et sexuelle. Vous y êtes favorable? C'est une bonne idée?
Moi, la manière dont c'est appliqué me laisse sceptique. C'est-à-dire que parce que déjà, c'est tous les professeurs qui sont pris à partie, c'est-à-dire que c'est pas forcément le professeur de SVT qui va devoir faire le programme, c'est réparti. Donc le prof de maths va pouvoir donner des cours en fait, de cours d'éducation affective à mes enfants. Alors oui, parce que c'est construit comme ça. En fait, les professeurs de SVT ne voulaient pas forcément prendre ça à charge en disant que c'est pas forcément, là on ne parle pas de système reproductif où en effet c'est le professeur de SVT qui continue, on parle d'affectif d'une certaine manière. Et en fait, ils disent non, mais c'est à l'ensemble de la communauté éducative d'expliquer à un enfant ce qu'est un geste affectueux, ce qu'est un geste limite, la notion du consentement. Donc en fait, c'est un peu réparti sur l'ensemble des professeurs et ça a été fait exprès pour que personne ne puisse y échapper. C'est-à-dire que chaque professeur aura un moment ou un autre, une heure où il va devoir parler. Alors en effet, moi je sais que j'ai des collègues qui refusent de faire cette heure-là. Alors ils vont dire, officiellement ils n'ont pas le droit, donc ils vont prendre sans doute les élèves, ils vont peut-être parler de choses comme l'amitié, vous voyez, ils vont essayer de passer un peu, contourner, parler de choses comme ça. Moi ça me gêne un peu parce qu'en fait ça c'est pas notre travail, nous on est là pour enseigner, on n'est pas là pour éduquer. Alors c'est vrai que notre ministère s'appelle l'Éducation nationale et ça peut créer de la confusion pour certaines personnes, mais je pense que ça c'est vraiment à la famille de le faire, c'est-à-dire que expliquer à un enfant ce qu'est la tendresse, expliquer à un enfant ce qu'est l'amour, expliquer à un enfant ce qui est de l'ordre, ce qui relève de la sexualité. Je trouve que l'école a une mission à faire qui est la mission minimale, qui est de protéger les jeunes en leur expliquant comment fonctionne le système de la pilule, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, si les familles n'en parlent pas, l'école a peut-être une mission de protection publique, tout simplement. Qu'est-ce que les MST? Ça, que le professeur en parle en 4e, ça me choque pas parce qu'il faut bien un moment ou un autre que cela soit fait. Après, s'immiscer dans la vie affective des élèves, je trouve que c'est pas forcément notre rôle et je pense encore une fois que ça nous éloigne davantage de notre mission première qui est une mission d'enseigner en fait, pas d'éduquer. Ce matin, Elisabeth Borne a dit qu'il manquait plusieurs milliers de professeurs et a évoqué l'idée de recourir au remplacement. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne solution ou c'est une mauvaise solution ? Je suis partagée. En fait, le remplacement, moi j'ai commencé en tant que contractuelle, c'est-à-dire que j'ai commencé du jour au lendemain, on postule. Dans le public ? Dans le public. Donc on postule, voilà. Donc on postule et puis du jour au lendemain on vous dit bah oui vous êtes pris et puis 2 jours après j'étais face à des lycéens professionnels dans le Val d'Argenteuil. Sans formation bien sûr, donc la prise la découverte du métier est rude parce qu'on le fait de manière catastrophique, pas à cause des élèves mais tout simplement parce qu'en fait on y arrive un petit peu les yeux bandés, donc c'est compliqué de s'adapter déjà à un nouveau métier tout court, mais de s'adapter à un nouveau métier en plus dans des zones qui sont pas toujours les plus faciles. Les contractuels c'est vraiment la courroie d'ajustement, c'est-à-dire que moi je trouve que souvent des gens, et moi j'en ai fait partie, on est pétri de bonnes intentions. C'est rare de voir un contractuel arriver les mains dans les poches en disant j'ai pas envie d'être là. C'est souvent des gens qui n'étaient pas heureux justement dans un précédent métier, qui ont tenté l'enseignement parce qu'ils pensaient que ça pouvait leur apporter quelque chose. Le souci, c'est qu'en fait, être pétri de bonnes intentions, ça ne suffit pas visiblement pour être un bon enseignant. Et tant que les contractuels sont minoritaires, c'est pas très grave parce qu'il y a encore des professeurs qui sont formés, qui peuvent essayer de les prendre sous leur aile, qui peuvent essayer de faire de la discipline le reste du temps. Donc les enfants sont encore canalisés dans un cadre professionnel, j'ai envie de vous dire. Là où ça commence à devenir compliqué, c'est dans certains établissements dans lequel j'étais passée, on a plus de 50% d'enseignants qui sont contractuels. C'est-à-dire 50% d'enseignants qui ne savent pas enseigner. Et là, ça déstructure tout. Mais alors vraiment tout, la vie de l'établissement. 50% d'enseignants qui ne savent pas enseigner. Oui, parce que quand vous avez finalement parmi vos collègues, vous arrivez et puis vous vous rendez compte que le professeur d'anglais, c'est sa première année aussi. Le professeur de maths aussi. La professeure de français, elle est là depuis 2 ans. Vous voyez, c'est fragile quand même. Surtout qu'on est avec des publics fragiles souvent. Donc Oui, c'est-à-dire que c'est des établissements qui, au contraire, exigeraient d'avoir des professeurs surexpérimentés. Et on a, à l'inverse, des professeurs qui sont complètement inexpérimentés. Oui. On met ces professeurs inexpérimentés-là, pas parce que c'est un choix volontaire, c'est tout simplement parce que personne ne veut y aller dans ces établissements-là et que le rectorat est doté d'un seul principe. Vaut mieux avoir quelqu'un, même mauvais, mais face aux élèves. Moi, par exemple, à un moment, c'est là où j'étais en désaccord, où j'ai basculé du public au privé. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de force, alors que j'étais en lettres modernes, d'enseigner du latin. On m'a dit, vous apprendrez en même temps que les élèves. Bon, j'ai rien dit pour le latin, c'est faisable, c'était des collégiens, on peut apprendre en même temps qu'eux. Puis on m'a dit, mais il faut apprendre le grec ancien maintenant.
Et là, j'ai dit non. Je ne suis pas là pour apprendre en même temps que mes élèves. Je suis là pour leur distribuer un savoir et un savoir que je connais. On ne peut pas être bon quand on distribue un savoir qui est balbutiant. C'est pas vrai. Pour pouvoir faire quelque chose qui soit de l'ordre de la bonne transmission, il faut que ce soit des choses qu'on ait eu le temps nous-mêmes de digérer, qu'on ait eu le temps d'avoir une vraie perspective dessus. Donc là, j'étais en désaccord. J'ai dit, je refuse d'enseigner une matière qui n'est pas la mienne. Et en effet, là, je suis partie dans le privé où il n'y a pas cette aberration-là. Parfois, on demande dans le privé des professeurs qui n'ont pas forcément les compétences requises. Aussi, c'est vrai, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est-à-dire qu'il y a aussi des contractuels dans le privé, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire que, en fait, le rectorat, quand vous êtes dans le public, la machine, elle gère, elle gère des gens qu'elle ne connaît pas. Dans le privé, c'est le directeur directement qui vous gère. Donc, en fait, c'est plus compliqué, à mon sens, humainement, pour un directeur, de proposer à un enseignant des choses qui ne sont pas de l'ordre de sa mission. Ça se fait. Il y en a certains qui sont des proviseurs peut-être un peu indélicats. Mais globalement, la pratique est moindre. Parce que c'est compliqué quand vous connaissez une personne et que ce n'est pas simplement un numéro, d'aller, j'aurais envie de dire, au-delà de ce que cette personne peut donner. Dans le public, en fait, on ne vous connaît pas, le rectorat, je ne sais pas à quoi ces gens ressemblent, ils ne savent pas à quoi je ressemble. C'est très très facile de dire à quelqu'un, faites 3 ou 4 établissements en même temps. Moi, à un moment, j'étais sur 4 établissements en même temps dans 2 départements différents. Est-ce qu'on se rend compte que ma semaine, c'était 18 heures de cours, 18 heures de transport? Enfin, je veux dire, c'est pas possible, ça. Et ça, le public, à mon sens, pourquoi est-ce que autant de profs démissionnent parmi la jeune génération? Ils démissionnent pas forcément parce que les élèves sont compliqués. Ils démissionnent parce que l'environnement est compliqué. Et moi, ce qui m'a fait partir du public, c'est les incohérences du rectorat. C'est pas la difficulté des élèves. Parce que les élèves, je savais à quoi m'attendre et les élèves, il y a une forme de discussion possible, même si parfois elle est mouvementée, cette discussion, mais elle est possible, elle existe. Que faudrait-il justement aujourd'hui pour que l'école de la République rétablisse un enseignement de qualité? Je pense qu'il faudrait déjà cesser de penser que tout est interchangeable, qu'un professeur, au fond, n'est là que pour appliquer des compétences. En tout cas, en fait, l'enseignement, il n'est plus, il n'est plus conçu comme un ensemble, il est conçu comme une boîte à compétences. Tel enfant doit sortir de la 6e avec cette compétence, cette compétence, cette compétence. Moi, je veux bien, si vraiment à la fin... Mais une compétence, ça veut dire quoi au juste? Moi, j'ai eu un enfant, par exemple, on peut dire, compétence lecture fluide. D'accord. C'est-à-dire que l'enfant lit un texte de manière pas trop heurtée. D'accord. Mais le sens... En 6e, on l'espère. Ah oui, mais alors on en est loin. En 6e, on en est loin. De plus en plus, même j'ai envie de vous dire, parfois au lycée, on en est loin. Ça annonce, parfois. Mais même des élèves qui ont une compétence de lecture fluide, admettons. Bon, c'est coché. Est-ce qu'ils comprennent le texte derrière? Pas toujours. Mais c'est pas grave, la compétence est cochée. Donc si vous voulez, on est sur une forme, à mon sens, de robotisation où on ne cherche pas à avoir une sorte d'intelligence générale, on cherche à avoir des points spécifiques qui sont cochés. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous comprenez telle chose que vous comprenez forcément l'autre. Les choses en général, c'est beaucoup plus, ça met du temps. Un savoir, c'est parfois hétérogène. Et c'est ça, à mon sens, le vrai souci de l'éducation, c'est qu'en fait, elle a un peu perdu de vue son sens réel. Elle est un petit peu perdue sur ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle peut faire, les moyens qu'elle a, les moyens qu'elle n'a pas. Et en fait, l'enfant, en plein milieu, il est un petit peu, chaque année, soumis à un enseignement qui est de plus en plus flou, de plus en plus éthéré, à mon sens. On parle de moins en moins du contenu des programmes et de plus en plus des compétences. C'est-à-dire que, par exemple, en histoire, vous prenez un manuel d'histoire de 2025-2026 et si jamais vous en avez un dans votre grenier qui date de 1980, même 1990, vous les mettez côte à côte, vous n'avez même pas besoin de les ouvrir. Il y a un poids qui a fondu. Donc, si vous voulez, à force de se focaliser non pas sur le savoir mais sur des pseudo-compétences, en fait on vide tout, c'est une coquille vide maintenant. Est-ce que, si je vous dis public ou privé, on a globalement des profs aujourd'hui d'un très bon niveau? Vous me dites vrai ou vous me dites faux? Moi je dirais qu'ils sont parfois plus compétents dans le public parce que ceux qui sont dans le public, ils ont une vraie, une vraie mission. Quand vous êtes un jeune professeur, que vous êtes muté parfois à plus de 1000 km de chez vous, que vous êtes dans une banlieue qui est très compliquée, ceux qui restent et qui ne s'en vont pas au bout des 2 premiers mois, c'est des gens qui en veulent.
C'est vraiment des gens qui en veulent. Moi, dans le public, c'est là où on garde les amis le plus longtemps, c'est presque nos collègues du public, parce qu'on connaît les mêmes galères, du coup on essaie de faire ensemble, on essaie de construire quelque chose ensemble. Il y a plein de projets qui ont lieu dans le public, qui n'ont pas forcément lieu dans le privé. Par exemple, vous avez des projets de voyage, qu'on fait plus souvent dans le public, des réunions entre professeurs pour essayer de mieux gérer les problèmes, parce qu'on est obligé d'être soudés en fait, on n'a pas le choix. Donc si vous voulez, ça crée une forme de communauté qui est assez vertueuse. Chacun entraîne l'autre dans la bonne voie. Dans le privé, il y a des excellents privés. Je ne suis pas en train de dire que le privé est moins bien. En plus, je travaille dedans, il faut être cohérent. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le privé, on enseigne dans des conditions peut-être un peu plus confortables, mais ce n'est pas pour autant qu'on est meilleur professeur. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on peut être... Moi, j'ai le sentiment que j'avais plus d'utilité dans le public, d'une certaine manière. Parce que dans le public, j'étais encore jeune, j'avais encore une certaine... Alors, j'étais pas encore très bonne professeure, mais par contre j'avais énormément d'envie de bien faire. J'étais avec une communauté très jeune qui avait elle aussi envie de bien faire, et finalement les victoires que vous arrivez à arracher dans le public, il y a des enfants qui étaient... Enfin voilà, j'étais très fière que des enfants d'Argenteuil puissent intégrer un lycée Henri IV. Enfin vous voyez, on essaye vraiment de les prendre et de les pousser. Dans le privé, en fait, chacun est un petit peu... Ça roule plutôt mieux, mais finalement, il n'y a pas autant d'investissement peut-être personnel. Est-ce que, quand même, l'un des obstacles aujourd'hui, et l'une des clés, l'une des explications de la perte de niveau dans l'enseignement public, dans l'école de la République, ne vient pas aussi du fait qu'on a peu de leviers pour la communauté éducative en matière de discipline? Ça, c'est le gros problème. C'est-à-dire que, en fait... Sur le principe, déjà, l'autorité, par exemple, Madame Borne ne l'a jamais prononcé ce mot-là. Hein. Dans son dernier discours, elle n'en parle pas. Le souci, c'est que même quand vous voulez sanctionner un élève, je prends un exemple simple, pour que les gens se rendent compte aussi. Alors, je ne sais pas, vous avez un enfant face à vous qui fait une bêtise, mais d'une bêtise plutôt grave. C'est-à-dire, il prend un ciseau, il va essayer de le lancer sur un camarade. Bon, on se dit sanction. Mais avant même de pouvoir faire un conseil éventuellement de discipline ou des choses comme ça, il faut aussi sortir l'enfant de classe. Parce qu'un enfant qui fait un geste comme ça, à mon sens, il n'a pas à rester dans la salle de classe. En tout cas, sur le moment, il faut l'exfiltrer. Mais oui, mais vous n'avez pas assez de surveillants, donc du coup, la permanence n'est pas là. Donc du coup, vous voyez un enfant et on vous le renvoie 2 minutes après en disant maintenant, il n'y a personne pour le garder. Donc tu le reprends. Mais vous voyez, rien que ça, l'enfant, il a vraiment le sentiment, en fait, que tout lui est permis, en fait, que tout lui est dû. Et quant à appliquer les sanctions disciplinaires, il faut savoir aussi quelque chose. Il faut savoir que les établissements renvoient chaque conseil de discipline, c'est noté, c'est notifié, c'est envoyé au rectorat. Les chefs d'établissement n'ont pas envie, forcément, d'accumuler les sanctions, parce que eux, ça leur pèse aussi sur leur bilan. Donc du coup, on a souvent des choses qui passent un peu à la trappe, et ça, c'est compliqué, parce que tant que le rectorat estime qu'un directeur qui applique la sanction est un directeur qu'il faut punir, bah vous n'allez pas dans le bon sens, à mon sens. Hein. Que vous inspire aujourd'hui le succès du privé, et également le succès du privé hors contrat? Alors le privé hors contrat, je pense que c'est vraiment, c'est quitte au double. Je pense que vous pouvez tomber sur des établissements vraiment d'excellence, parce que voilà, avec des manières d'enseigner complètement innovantes, complètement différentes, et vous pouvez aussi tomber sur des sortes de boîtes à bac qui sont pas toujours forcément aussi intéressantes qu'elles le promettent sur le papier. J'ai envie de vous dire, sur le privé que je connais mieux, hein, c'est-à-dire le privé avec contrat, c'est-à-dire le privé sous contrat. En fait, c'est pas forcément l'enseignement, les professeurs, vous n'allez pas forcément avoir quelque chose de très différent. Là où ça change tout... Certains détracteurs du privé, d'ailleurs, disent que c'est du public payant. Mais c'est du public payant avec un point qui est le point peut-être le plus essentiel, quand même. Et c'est ça qui fait que, à mon sens, votre enfant, dans le privé, il risque d'avoir des classes calmes, alors que dans le public, ça risque d'être moins vrai. Le public ne peut pas exclure un enfant. C'est-à-dire, au fond, vous pouvez l'enlever d'un établissement, mais il va être obligé de réintégrer puisque la scolarité est obligatoire. Donc en fait, le public s'amuse à échanger des élèves perturbateurs d'un établissement à l'autre. Donc autant dire, par classe, vous avez 5 ou 6 phénomènes qu'on ne peut pas exclure de l'éducation. Alors que dans le privé, on peut. Donc ces 5 ou 6 élèves qui sont finalement le cœur du problème, on ne les a souvent pas dans le privé, et c'est ça qui fait que le privé est, à mon sens, plus facile. Rapidement, Ophélie Roch, l'introduction d'une épreuve de mathématiques en fin de première, c'est une bonne chose?
Je sais pas trop. En toute honnêteté, moi, il y a une réponse de prof de français. Ouais, oui, déjà, les maths, mais de quoi me parlez-vous? Non, en plus, c'est un mot grec d'origine et j'ai compris que vous aviez un problème avec le grec ancien. Mais c'est surtout que, à mon sens, ça me pose pas de problème parce qu'en effet, pourquoi pas? Le problème, c'est l'ensemble du bac qui est à revoir. La réforme a été catastrophique. Moi, je pense que Pour rétablir le bac? Il faut rétablir. Moi, je pense qu'il faut revenir un petit peu à l'ancienne. Oui. Là, c'est plus possible. La formation à l'IA, c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est même pas une question de bon ou pas bon, c'est une question de. On peut pas faire autrement. L'IA est dans notre société, on ne peut pas faire autrement. Allez, avant de se conclure, je voudrais vous faire réagir à une annonce d'Elisabeth Borne. En plus, elle a remis le couvert ce matin chez nos confrères d'RTL. Parce que la politique est aussi affaire de symboles, je pense que nous devrons ouvrir le débat sur la devise inscrite au fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Cette devise doit reconnaître explicitement la place de Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Germaine Tillon, Simone Veil, Joséphine Baker et de toutes celles qui les suivront. Alors ? C'est une perte de temps. Elle ferait mieux de se concentrer sur les vrais sujets, à mon sens. Mais c'est pas un vrai sujet ? Non. Vous n'allez pas me dire que les révolutionnaires n'étaient pas un peu machos? Mais j'ai envie de dire, on ne gomme pas une histoire, de toute façon, on ne gomme pas son histoire. On peut dire, bah oui, mais regardez, mais on peut pas, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Je pense qu'aucune petite fille ne m'a jamais posé la question, mais voilà, les enfants ne sont pas idiots, ils le savent. Alors, on leur apprend aussi que on vient d'une société, la société, elle n'a pas toujours été comme elle est. Il y a eu des valeurs qui ont changé, fort heureusement pour les femmes, j'ai envie de vous dire. Mais si vous commencez à démantibuler tout l'espace public pour réinscrire votre modernité dedans, c'est pas le but. À mon sens, c'est absolument pas le but. Merci beaucoup, Ophélie Roch. À lire Anti-sèche d'une prof pour survivre à l'éducation nationale et pour bien vivre cette rentrée. C'est absolument à lire et c'est aux éditions Presse de la Cité. Merci beaucoup, Ophélie Roch, d'être passée par Point de Vue en ce jour de rentrée. Alors pour lui, ça va être le jour de la sortie. Monseigneur Gollnisch, après 15 ans à la tête de l'œuvre d'Orient, quitte aujourd'hui ses fonctions. On va revenir justement sur ces 15 années et puis jeter un coup d'œil également sur la situation au Proche-Orient où s'est rendu le nouveau primus inter pares des évêques français, le cardinal Jean-Marc Aveline. Et puis la deuxième journée était essentiellement à Bethléem. On s'est rendu compte par nous-mêmes de l'absence quasiment totale de pèlerins. Et en particulier hier, c'était très émouvant d'arriver dans cette basilique de la Nativité et d'être seul. Donc petit à petit, on prend la mesure aussi de la gravité de la situation. Ça, c'est un des aspects. Et puis bien sûr, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre prière, mais on a senti que c'était vrai pour tout le monde. C'est difficile de vivre ici. C'est encore plus difficile de vivre ici en sachant ce qui est en train de se passer à Gaza. Bonjour, Monseigneur Gollnisch. Bonjour. La situation au Proche-Orient vous inquiète-t-elle? La situation dans le monde m'inquiète. Peut-être dans notre pays. Certains historiens ont dit que tout a toujours très mal marché. Donc, effectivement, ça ne change pas actuellement. Oui, ça m'inquiète au Moyen-Orient parce qu'on ne voit pas les chemins nécessaires sur lesquels les pays du Moyen-Orient peuvent s'en sortir. Et on va revenir sur le Moyen-Orient, sur le Proche-Orient, sur Israël, Gaza. Il y a eu une polémique au cours de l'été sur un bombardement d'une église à Gaza. D'un autre côté, l'armée israélienne a plaidé l'erreur. Écoutez, d'abord, ce n'est pas simplement une polémique, c'est un drame. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Peut-être est-ce une erreur. Mais il y a eu aussi des bombardements sur un hôpital, c'est aussi une erreur. Il y a des bombardements sur les populations civiles, ce sont sans doute aussi des erreurs. Il y a un moment où ce n'est plus possible. Et la population israélienne, en partie, commence à réagir devant ces bombardements qui ne servent pas la cause d'Israël. On va bien au-delà du problème sécuritaire pour Israël. À Gaza, mais aussi en Cisjordanie, dont on ne parle peut-être pas toujours suffisamment. La
présence des colons est extrêmement agressive. La situation des Palestiniens en Cisjordanie est très difficile parce qu'il y a des barrages un peu aléatoires qui rendent la vie de la population extrêmement difficile. Les colons, comme nous les appelons, sont agressifs et il y a un désir de certains Israéliens, soutenus par certains Américains, d'annexer la Cisjordanie. Cela veut dire que... qu'est-ce qu'on fait des Palestiniens alors ? On les massacre, on les fait disparaître, Question néanmoins, est-ce qu'il vaut mieux être chrétien en Israël ou bien chrétien dans un territoire dominé par le Hamas ? Oui, mais je pense que c'est une question qui, telle qu'elle est posée, risque simplement de fausser le jugement sur les choses. Bien sûr, il est mieux d'habiter Israël que d'habiter le Hamas. Combien de chrétiens d'Orient, quand vous avez pris la direction de l'œuvre d'Orient en 2010, combien 15 ans après ? Je ne suis pas très bon sur les chiffres pour 2 raisons. Parce que vous êtes juriste, d'ailleurs, d'origine. Je suis même comptable, d'ailleurs. Ah, ben voilà. Ce qui aurait été peut-être pour moi, d'ailleurs, une funeste erreur. Mais passons. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on a peu d'instruments d'examen des chiffres. Ce sont des pays où il n'y a pas de structure, comme chez nous, de recensement de la population. Donc les chiffres risquent d'être un peu au doigt mouillé. Et à ce moment-là, je n'aime pas les servir. Et deuxièmement, parce que même si, en effet, les chiffres sont en diminution, vous avez raison, enfin, vous avez raison, vous le pensez sans doute, avec raison. Donc oui, c'est ça que vous dites, c'est qu'en 15 ans, quand même, le nombre a encore diminué. Le nombre a diminué. Mais... le nombre ou la proportion ? Les deux. Mais parce que aussi, il faut moins d'enfants que les musulmans. Donc, question démographique. Voilà. Et question également, j'imagine, deuxième point, c'est l'exode. L'exode, absolument, parce qu'ils ne se voient plus pouvoir vivre dans les pays dans lesquels ils sont. Mais d'ailleurs, une grosse part de la population du Proche-Orient veut quitter cette région. Donc les chrétiens, parfois, ont plus de facilité à partir, ils sont plus accueillis, ils sont plus ouverts internationalement, donc ils connaissent mieux les langues, ils font peut-être moins peur comme immigration. Et évidemment, quand ils partent, ça fragilise les communautés qui sont déjà très minoritaires. Mais je voudrais souligner qu'il faut peut-être, et c'est peut-être une leçon qu'ils nous donnent, ne pas voir uniquement la question des chiffres. Autrement dit, je suis convaincu que les chrétiens au Proche-Orient détiennent les clés d'une vision pour cette région. Autrement dit, la vision, c'est les valeurs que nous connaissons, c'est le respect de la personne humaine, c'est la promotion de la femme, c'est un certain nombre d'éléments qui font qu'une société offre à ses citoyens des conditions de vie convenables. C'est la liberté de la presse. Nous sommes ici dans un lieu d'expression de l'opinion publique important. Donc la liberté de la presse, ce n'est pas rien. C'est l'indépendance du judiciaire. C'est un vrai contrôle de l'exécutif par le législatif. Après ça, il ne s'agit pas qu'ils copient notre modèle. Ils ont inventé leur modèle. Mais quand même, n'ayons pas peur d'un certain nombre de fondamentaux de notre modèle auxquels les peuples aspirent. Voilà. Et donc, pour tout cela, les chrétiens donnent écho à ces valeurs. Je vous donne un exemple concret, je suis un peu abstrait. Le patriarche de Bagdad en Irak, le cardinal Sacco, qui est donc un patriarche catholique, il se bat pour les valeurs fondamentales, les libertés fondamentales en Irak. Il ne va pas toujours se battre pour demander des droits pour sa communauté. Bien sûr, il y est attentif. Mais ce qu'il veut, c'est que les libertés en Irak puissent avancer. Et c'est pour ça que lorsque le pape François est allé en Irak, ça a été un voyage très impressionnant parce que le pape François, il a parlé pour les Irakiens. Et vous voyez donc, le rôle des chrétiens n'est pas de revendiquer des privilèges, on en est très loin, vous le comprenez bien, c'est de dire il faut que les pays avancent sur les valeurs fondamentales. Et dans ces conditions, les chrétiens peuvent avoir un avenir. Le drame, c'est que les chrétiens vont mal, que les chrétiens sont parfois persécutés, comme vous l'avez dit,
Pas toujours, mais parfois, mais parce que aussi les pays vont mal. Un chrétien d'Orient, du Moyen-Orient, n'ira pas bien dans un pays qui s'enfonce dans l'absence de valeurs. Mais est-ce qu'on peut enrayer aujourd'hui, raisonnablement, est-ce que vous pensez qu'on peut enrayer cette diminution du nombre et de la proportion des chrétiens, et est-ce qu'on peut enrayer l'exode des chrétiens d'Orient ? Alors, d'abord, dans cette région, il y a un pays qui est tout à fait particulier, qui est le Liban. Pourquoi est-il particulier ? Parce que c'est le seul qui vit réellement la liberté religieuse. Parce qu'il y a un équilibre entre les chrétiens, les sunnites, les chiites, les druzes. Et cet équilibre est fragile. Il a souvent été déstabilisé au profit de l'un ou l'autre de ces groupes. On voit bien que les chiites ont pensé qu'ils allaient pouvoir dominer le Liban. Ils sont en train de mordre la poussière. Voilà. Par conséquent, c'est le pays, sous influence française, dans lequel les libertés fondamentales sont respectées. Et donc, si ce modèle échoue, alors c'est grave pour toute la région. Si on ne peut pas montrer que dans un même pays, des chrétiens, des sunnites et des chiites peuvent vivre ensemble, alors c'est un drame pour la région. Donc il y a le cas particulier du Liban qui mérite une attention particulière et sur lequel notamment la France, mais plus modestement l'œuvre d'Orient, est extrêmement attentif à la situation du Liban. Et si vous me permettez juste un mot sur le Liban, nous soutenons beaucoup d'œuvres, des écoles, des collèges, des lycées, des hôpitaux, etc., qui ne reçoivent pas un centime d'aide internationale. Donc l'aide internationale va à l'État libanais pour les services publics libanais. Il vaudrait mieux qu'elles aillent directement à ces œuvres. Oui, parce que ce sont des œuvres qui sont non lucratives. Vous voyez, ce sont des œuvres privées non lucratives. Et donc elles ont droit d'être aidées et elles ne sont pas aidées. Monseigneur Gollnisch, au cours de ces 15 années à la tête de l'œuvre d'Orient, un événement aura sans doute marqué, ça a été la chute de Mossoul aux mains de Daesh et de toute une partie de l'Irak et de la Syrie à cette organisation. Est-ce qu'il y a eu une amélioration après la défaite de Daesh en Irak pour les chrétiens ? Alors d'abord, il faut dire que Daesh a été un recul civilisationnel absolument épouvantable. C'est véritablement la perte de toute valeur. Voilà, une vie humaine n'a plus aucune valeur. De nombreux yézidis, une petite religion ancienne qui ne faisait de mal à personne, ils ont été massacrés, les chrétiens ont été chassés, beaucoup de musulmans qui ne plaisaient pas à Daesh ont été massacrés. Bref, ça a été des massacres, des femmes réduites à l'état d'esclaves sexuels. C'est une abomination. Et malheureusement, si on a chassé Daesh de Mossoul et la région, il demeure plus ou moins dans des zones comme cellules dormantes, à la fois en Syrie et en Irak. Donc le problème n'est pas complètement éradiqué. Mais une fois qu'on a détruit Daesh, ou en tout cas qu'on l'a partiellement éloigné, oui, pour les chrétiens, ça a été une amélioration de la situation. Notamment, ils ont pu revenir dans leur maison. Et nous avons reconstruit les églises de Mossoul, avec une organisation internationale qui s'appelle Alif, qui reconstruit des lieux de culte détruits notamment pour faits de guerre. Nous allons bientôt reconsacrer, inaugurer les églises reconstruites de Mossoul. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et il y a maintenant un consulat français par décision du président de la République à Mossoul. Il y aura bientôt une école francophone à Mossoul. Et oui, les chrétiens d'Irak, leur situation s'est améliorée, même si elle est très loin d'être parfaite. La situation des chrétiens, d'une certaine manière, est plus difficile à Bagdad. Parce qu'à Bagdad, il y a des sunnites et il y a des chiites, donc c'est très tendu. Et les chrétiens sont au milieu de cela. Ils prennent des balles perdues entre les... Voilà. C'est difficile pour les chrétiens de Bagdad. C'est pour ça que c'est important que le patriarche, le cardinal Sacco, soit à Bagdad, aux côtés de ce peuple en difficulté. Vous avez, au début de vos années de sacerdoce, même avant de rentrer, de commencer votre séminaire, beaucoup œuvraient en faveur des chrétiens de l'Est. Vous organisiez des pèlerinages, d'ailleurs, en Pologne communiste. Quel regard portez-vous sur les confrontations entre chrétiens russes et chrétiens ukrainiens ? Alors d'abord, là aussi un drame. Tous les matins, nous avons, après le bulletin météo, le nombre de morts en Ukraine, le nombre de missiles qui sont tombés sur l'Ukraine. Donc si vous voulez mon sentiment, je vous le dis en toute clarté, personne ne menaçait la Russie. Il n'y avait aucune idée qu'un soldat
otaniens, pour faire bref, mettent le pied en Russie. On n'avait pas idée d'attaquer une puissance nucléaire. Donc ni le Premier ministre polonais, ni le chancelier allemand, ni le président français n'avaient des plans d'entrée en Russie. La Russie n'était pas menacée. Et ça, c'est de la propagande du président Poutine. La Russie n'était pas menacée, sauf par une chose. C'est que l'Ukraine voulait se débarrasser des séquelles du bolchevisme et se tourner vers la liberté avec, nous le savons bien, la liberté véhicule parfois des contre-valeurs. Mais enfin, c'est tout de même des valeurs. Et ça menaçait la Russie. Voilà. C'est que cela qui menaçait la Russie. Personne d'autre ne menaçait la Russie. Personne n'avait l'idée d'envoyer le moindre missile sur la Russie. Et je rappelle que lors du traité de Budapest, du mémorandum de Budapest, l'Ukraine a accepté de donner ses armes nucléaires à la Russie, ce qu'elle doit bien regretter actuellement, parce qu'elle était, à la chute de l'Union soviétique, la 3e puissance nucléaire mondiale. Et en échange, les États-Unis et la Grande-Bretagne, signataires de ce traité, et la Russie s'engageaient à respecter les frontières internationales de l'Ukraine, y compris le Donbass et la Crimée. Donc ce traité ne vaut plus rien. Ça veut dire que la signature de ces 3 grandes puissances ne vaut plus rien. Et comment voulez-vous que les Ukrainiens fassent confiance en un nouveau traité ? Votre meilleur souvenir à la tête de l'Europe d'Orient ? Meilleur, sans doute, le voyage du pape Benoît au Liban. C'était le dernier grand voyage apostolique au Liban. Il a rencontré tous les évêques du Moyen-Orient, leur donnant de la main à la main son exhortation, comme on dit, post-synodale, après le synode qu'il avait réuni au Moyen-Orient. Mais aussi, le voyage du pape François aussi, en Terre Sainte, a été un voyage important. Son voyage en Irak a été important. Voilà. Mais le souvenir le plus fort, qui n'est pas forcément le meilleur. J'allais vous demander quel est votre pire souvenir. C'est peut-être votre souvenir le plus fort. Le souvenir le plus fort, c'est certainement lorsque j'ai été au chevet des chrétiens chassés par Daesh, qui n'avaient plus rien, qui étaient à la rue, à Erbil, la ville kurde. Donc ce n'était pas toujours évident pour eux d'aller chez les Kurdes. Et ils étaient sur le trottoir, il faisait une chaleur torride. Ils avaient été chassés par Daesh, ils n'avaient plus rien. Et il fallait m'asseoir avec chaque famille et écouter. Vous savez, dans ces cas-là, les gens ont besoin de parler le drame qu'ils ont vécu. Ils avaient tout perdu en une matinée, un vendredi. Hein, tout perdu. Voilà, et Mossoul. Et tous les villages de la plaine de Ninive. Donc cette population était désespérée, choquée, heurtée, blessée. Et pourtant, il n'y avait pas de haine. Voilà. Et comme je disais, le Notre Père avec eux, cette prière qui vient du Christ, qui se termine « Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », ces dames âgées qui me disaient ça va être dur de pardonner. Mais si on n'arrive pas à pardonner, on est au niveau de ceux qui nous ont agressés. Aidez-moi à pardonner. Merci beaucoup, Monseigneur Pascal Gollnisch, d'être venu justement partager ces souvenirs. Merci beaucoup aussi d'être venu tout au long de ces années sur le plateau du Figaro TV, témoigner de la situation de ces pays de vieille chrétienté. C'est l'heure de la retraite ? En tout cas, du repos. Après ça, on verra. Et moi, je tiens à vous remercier pour l'attachement que vous avez pour les chrétiens d'Orient, pour le souci que vous en avez et pour votre accueil fidèle. Est-ce que vous êtes un boomer ? Complètement, je suis né en 52. Écoutez, on va continuer l'émission avec un autre boomer, voilà, justement. Je suis prêt à échanger ma retraite contre n'importe laquelle d'un autre boomer. On va faire réagir justement notamment Pierre Gattaz aux propos de François Bayrou, peut-être sur les boomers, et également ceux qu'il a tenus ce dimanche dans son interview spéciale sur les 4 chaînes d'info et la chaîne parlementaire, notamment quand il est revenu sur sa flexibilité concernant la suppression d'un des jours fériés. Elle est tout à fait discutable, cette mesure. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie. Parce que j'avais envisagé d'autres mesures. J'avais envisagé, par exemple, qu'on passe de 35 heures à 36 heures de travail par semaine. Et puis je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? D'abord parce que je vois l'ampleur des réactions. Et là, deuxièmement, parce que 35 heures, c'est le seuil à partir se déclenchent les heures supplémentaires.
Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Bon, quand on entend François Bayrou nous parler de ses réticences à augmenter les 35 heures, à passer à 36 heures, on se dit qu'on est loin des 40 heures que vous rêvez de rétablir. Mais je rêve de rétablir, non pas sous forme de sacrifice, mais sous forme d'effort pour le futur. J'écris ce livre... enfin, entre le sacrifice et l'effort, on n'est pas très loin. Ah non. Moi, si vous voulez, pour moi, il faut que les Français comprennent la vision, pourquoi on fait toutes ces réformes, à quoi ça sert. Parce que ça fait 40 ans qu'on rêve de réformes en France et qu'on n'explique pas aux Français l'impact que ça aura pour leurs enfants, pour l'ascenseur social qui va redémarrer, et surtout pour le pouvoir d'achat. Et le fait qu'on doit aller au plein emploi, c'est ça qui est intéressant, c'est d'expliquer que ces réformes économiques proposées et demandées par le patronat et d'autres, mais font que la France sera meilleure, marchera plus pour le bénéfice des Français. Et le bénéfice des Français, c'est quoi? C'est de faire refonctionner l'ascenseur social, c'est fondamental, et surtout qu'on redonne du pouvoir d'achat. Car aujourd'hui, nos salariés y compris, vous savez très bien, on a des charges sociales, des charges patronales qui sont très lourdes, qui poussent le coût du travail vers le haut et qui poussent le salaire net vers le bas. C'est ça, en fait, si vous voulez, qu'il faut faire et redécortiquer tout ça. C'est ce qu'on a fait dans ce livre que j'ai écrit avec Xavier Fontaine, Michel de Rosen et Maxime Ayache, d'ailleurs. Votre travail mérite d'être bien payé, c'est donc le titre de votre livre, Pierre Gattaz. Et effectivement, vous présentez un certain nombre de mesures, une trentaine de mesures, et que vous regroupez d'ailleurs en quatre thèmes. Et dans ces mesures, vous proposez donc d'augmenter le temps de travail à 40 heures. Alors, pour y revenir... Payer 40. C'est très important, ça. Alors... Néanmoins, je me permets de vous faire écouter une objection, celle d'un brillant esprit, qui n'est pas du tout un avocat de la société de loisirs, qui a le même souci que vous. Il a d'ailleurs écrit un livre dont le titre est « Sortir du travail qui ne paye plus ». Il s'appelle Antoine Fouché, il était à votre place lundi dernier, justement. Partiel en France, il y en a moins que dans les autres pays. Et ceux qui sont à temps partiel ont un temps partiel plus long. Et les indépendants, il y en a 3 millions. Et les indépendants français, chefs d'entreprise, libéraux, commerçants, artisans, etc., font partie des indépendants qui travaillent le plus en Europe. Et donc quand vous prenez tout ça... disent toujours, se vantent même de ne pas faire 35 heures par... Ah ben c'est sûr qu'ils ne les font pas. Ils travaillent plus de 2200 heures en moyenne par an, donc ça veut dire qu'ils sont près de 50 heures par semaine, ceux-là. Mais la France, c'est pas que les salariés à temps plein du secteur privé. Alors, on va réécouter, peut-être reprendre ce que disait donc Antoine Fouché. L'idée, c'est de dire que finalement, les Français travaillent dans la moyenne par semaine par rapport aux pays européens et que le problème, c'est le temps de travail sur la vie et qu'on part trop tôt à la retraite. Et c'est ce paramètre-là qu'il faut toucher et non pas celui du temps de travail. Oui, il y a 3 choses, si vous voulez. Il y a le taux d'emploi des jeunes qui est très faible. On n'embauche pas assez de jeunes. Ils restent souvent en études ou surtout au chômage, longtemps. Il y a le taux d'emploi des seniors, qui est lié au départ à la retraite, je dirais, assez jeune de la France par rapport aux autres pays européens. Et puis après, globalement, on est à 37 heures par semaine en moyenne, d'après les informations que j'ai pu récupérer. On est dans la moyenne, mais il y a beaucoup de congés, il y a beaucoup d'ARTT, etc. Qui fait qu'on travaille globalement beaucoup moins. Je crois qu'un Français en moyenne travaille 100 heures de moins que la moyenne européenne par an. Donc, si vous voulez, il faut régler ces 3 problèmes-là. Et ce que je dis, c'est que dans mon livre, j'explique ce qu'il faudrait faire pour les jeunes, j'explique qu'il faut décaler l'âge de la retraite à 67 ans idéalement, progressivement. Que tout ça, ça fait des économies, et que ces économies, je les répartis en 3 tiers. 1, je le donne au pouvoir d'achat aux Français, à ceux qui travaillent. 2, je réduis les déficits, et 3, j'investis dans l'avenir. Donc, l'ensemble des 30 mesures, grosso modo, c'est 500 milliards d'économies à 10 ans. On va revenir sur les milliards, parce que déjà, vous aviez promis 1 million d'emplois quand vous étiez président du MEDEF. On a fait 2,3 millions. Oui, mais ça a pris un petit peu plus de temps que ce que vous aviez promis. Non, sur les délais, quand même... Pas du tout. Non, sur le million d'emplois, je me fais régulièrement attaquer sur LinkedIn par des commentateurs qui, curieusement, je me suis aperçu qu'on ne veut pas créer de l'emploi en France, si vous voulez. Et mes détracteurs de certains partis que je ne citerai pas ne veulent pas qu'on crée de l'emploi. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne veulent pas qu'on crée du pouvoir d'achat non plus.
J'avais un programme au MEDEF qui s'appelait 1 million d'emplois, c'est possible en 5 ans, à la condition que, c'est un livre qui s'appelle Le Livret jaune. En 5 ans, j'étais en 2014, eh bien figurez-vous que chiffre INSEE à la clé, entre 2014 et 2019, nous avons créé 1 million d'emplois. Alors certes, on les a créés en 2018, 2017, 2019. Après que François Hollande ait annoncé de ne pas se présenter. Mais vous savez, l'emploi, ça se crée très vite, mais pas tout de suite. Non, parce qu'à l'époque, vous disiez il faut passer à la politique de l'offre. Et à cette époque-là, François Hollande, 2015, choisit de passer à la politique de l'offre, et avec notamment Manuel Valls, J'aime l'entreprise. Bien sûr. Mais les emplois n'ont pas été créés tout de suite. Mais un emploi, ça se crée en 3 ans, monsieur. Il faut savoir que lorsque Schröder et Hartz ont fait leur réforme en 2003, il s'est passé 3 ans avant que ça bouge. Et je pense que les réformes, malheureusement, lorsqu'on commence une politique de l'offre, lorsqu'on commence à mettre en place le CICE, ce qu'ils ont fait, très bien, ou le taux d'IS qui baisse, tout ça prend du temps. Tout ça prend du temps. Et si vous voulez, les statistiques qu'on a, le taux de chômage est quand même passé de 10,2% à 7,2% en 9 ans. Donc il y a eu 1 million d'emplois créés sous mon mandat entre 2014 et 2019, puis encore 1,3 million, parce que Macron a continué de faire une politique de l'offre, avec les barèmes, le plafonnement des prud'hommes, des indemnités prud'homales, avec la flat tax. Il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont redonné confiance aux entrepreneurs et aux investisseurs. Je crois que la confiance, c'est fondamental dans tout ça. Si vous écoutez les chefs d'entreprise, les investisseurs du monde entier, ils vont dans des environnements où ils sont bien traités, ils sont écoutés, et il y a de la confiance et de la stabilité dans les réformes. C'est ce qui s'est passé avec cette politique de l'offre mise en place par Manuel Valls, puis poursuivie par Macron. Malheureusement, le Covid est arrivé par là. Et vous critiquez dans les colonnes de nos confrères du JDD, d'ailleurs, la politique macronienne du quoi qu'il en coûte. Mais est-ce que les patrons, le patronat et les organisations libérales qui sont attachées à la politique de l'offre ne sont-elles pas les premières coupables d'avoir soutenu à bout de bras le même Macron ? Mais si vous voulez, il y a eu 2 Macron, si je peux me permettre. Vous savez, moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, que j'ai soutenu à une époque, d'ailleurs on n'a pas beaucoup de candidats à soutenir, mais il avait un discours pour les entrepreneurs, il a eu la Startup Nation, et il a fait de très belles choses sur le Choose France, sur le chiffre d'affaires de la France, sur l'attractivité de la France. Mais le problème qu'il n'a pas fait, c'est de gérer les dépenses de la France. Je suis désolé. Alors, il l'a fait pendant 3 ans, 2017-2020. Il y a eu les gilets jaunes, il a commencé à lâcher. Puis il y a eu le Covid, où là, ça a été le quoi qu'il en coûte. Je ne reproche pas le quoi qu'il en coûte. Je reproche le manque de gestion et d'économie derrière, et le fait que ça soit, on ouvre les robinets à fond. Les autres pays ont eu aussi à gérer le Covid, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, etc. Mais curieusement, ils ont fait ça peut-être de façon beaucoup plus maîtrisée en termes de gestion des aides. Et je crois que c'est ça où on a un problème, et je crois que ce que je reproche à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de ne pas gérer les dépenses. Il faut que, comme un ménage, comme une entreprise, on gère le chiffre d'affaires de la France, une entreprise, et on gère beaucoup les recettes, surtout le dépenses, surtout quand on est en crise. Est-ce que, vous critiquez Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un autre acteur qui a été mentionné donc par François Bayrou? Est-ce que les boomers n'ont pas tout dévoré? Mais c'est les boomers dont je fais partie, parce que je crois que je suis né en 59, donc j'ai 66 ans, je suis juste après les boomers. C'est 65 ans. Mais si vous voulez, je crois que c'est les 30 Glorieuses. C'est à une époque où il y avait un taux d'emploi faible, où il y avait de l'activité, où la croissance était là, où l'endettement était encore supportable. Et en effet, ces gens-là sont partis à la retraite, et malheureusement, il faut recréer ces 30 glorieuses, que j'appelle les 30 audacieuses, pour les 30 prochaines années. D'où le livre qui explique qu'il faut avoir un projet pour la France, il faut avoir une vision pour la France et pour les Français, la partager, pour expliquer, notamment, il y a une des plus belles ambitions, je crois, que je porte depuis plusieurs années, c'est réindustrialiser le pays, pour aller au plein emploi. Alors justement, comment voulez-vous réindustrialiser sans mettre des mesures de protection aux frontières et sans recourir à la main-d'œuvre immigrée ? Écoutez, moi je suis un industriel, j'ai gardé mes 4 usines en France pour faire des composants électroniques depuis 40 ans, j'en ai même rajouté une 5e. Je suis monté en gamme. Je fais des composants électroniques qui sont montés qui sont vendus dans le monde entier. Je suis monté en gamme. J'ai protégé mes effectifs. J'ai motivé mes effectifs France. J'ai fait du lean management, de la qualité totale, de la motivation. Et j'exporte 90% de mon chiffre d'affaires, sur 500 environ. Tout ça pour dire, c'est possible. Je l'incarne. Donc, si vous voulez, j'ai été déprimé de voir
mais y compris certains membres du patronat, que je ne citerai pas. Ah si, on peut citer, le faiblesse de Serge Tchuruk, qui a parlé de faiblesse. Pardon, Pierre Gattaz, mais on peut effectivement incriminer les syndicats, on peut incriminer toute une partie d'une intelligentsia anti-business, anti-entreprise, mais enfin, c'est quand même d'abord et avant tout une partie du patronat qui a théorisé cette désindustrialisation et qui a délocalisé les usines. Alors, je pense, si vous voulez, qu'il y a eu... moi, j'ai vécu ça, puisque j'étais fournisseur d'Alcatel. Et j'ai vu Alcatel se démembrer. C'était après la bulle Internet de 2001 qui a explosé. Alcatel, après on a eu Alstom, on a eu Alstom. Et moi j'étais extrêmement malheureux parce que c'était mes clients. Donc si vous voulez, j'ai vu... Alors je me suis sauvé, ou j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai beaucoup exporté vers les États-Unis, vers la Chine, vers l'Asie, etc. Donc je m'en suis sorti. Donc on arrive encore à exporter en France. On arrive bien sûr à exporter. Vous avez encore 6 000 ETI merveilleuses qui exportent. Quand même mais bien sûr. Mais vous savez, l'industrie est tombée de 20% à 10% pour toutes ces erreurs-là. Sans compter les 35 heures. Je dirais cet environnement qui n'était pas, même politiquement ou culturellement, l'entreprise c'est pas beau, l'industrie c'est pas bien, on pollue, on exploite des ouvriers, etc. C'est tout ce discours-là que j'ai entendu tous les 20 heures pendant 30 ans presque. Tous les 20 heures, on voyait des petites dames qui pleuraient parce qu'ils perdaient leur job. C'était insupportable. Donc c'est pour ça que ce bouquin. Mais non, mais si vous voulez, il s'est passé que ça en Suisse, il ne s'est pas passé ça en Allemagne. Un élément extrêmement fort de la désindustrialisation, c'est l'ISF. Moi, j'ai vu mes 20 concurrents de Radial, qui étaient des grosses PME, des ETI, familiales, territoriales, se démotiver parce qu'on leur faisait payer un ISF. Pour les successions, c'était impossible, les transmissions, c'était très dur, il fallait pousser les dividendes. Tout ça, si vous voulez, vous savez, quand vous êtes en idéologie sur l'économie, sur la fiscalité ou sur le social, quand vous politisez tout ça, ça ne marche pas. Et la France a politisé son économie, et malheureusement, dans les discours politiques que j'entends aujourd'hui, on veut repolitiser, on veut remettre de la lutte des classes. C'est insupportable, si vous voulez. C'est pour ça que je ne suis pas content aujourd'hui de la situation. Je pense qu'on était bien parti en 2017 jusqu'en 2020. Il y a eu cette gestion malheureuse du quoi qu'il en coûte et du Covid, que les autres ont géré, pas nous, pas bien. Et aujourd'hui, la dissolution rajoute un élément de stress énorme qu'il faut surmonter, bien sûr. Croyez-vous vraiment, comme vous l'écrivez, que l'on peut augmenter le salaire de 30% en 10 ans ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est l'air net ou c'est l'air brut d'ailleurs ? Mais c'est salaire net. Moi, le bouquin, encore une fois, coécrit avec quelques autres patrons de terrain aguerris, toute l'idée, c'est de dire on a réussi le d'emploi en 5 ans, on a même fait 2 fois 3 millions d'emplois. Pourquoi on ne se donnerait pas cet objectif collectif pour redonner du salaire net aux gens ? Et il y a 30 mesures que nous avons listées pour redonner du salaire net aux gens. Un aspect très intéressant de votre livre, c'est le faible investissement dans la recherche et le développement en France. Bien sûr. Ben, si vous voulez, il y a plein de choses qui vont pas bien, mais il y a plein de choses qui vont bien aussi en France. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'atouts. On consomme, je crois, 2,3% de R&D globalement. On est en fait dans la moyenne européenne. Les Allemands sont devant nous, les Suisses aussi, les meilleurs. On est très loin des Américains, des Japonais, qui sont autour de 3 ou 3,5. Donc il faut qu'on investisse plus dans la R&D. La R&D, c'est l'innovation, c'est la différenciation. Nous avons eu des ingénieurs brillants. Ils sont toujours brillants. Il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, malheureusement. Et cette désindustrialisation fait que tous ces ingénieurs, je vous dis, ils font autre chose. J'ai vu même des gens qui étaient chauffeurs de taxi, j'en ai vu dans d'autres métiers, agents immobiliers. C'est un scandale. Enfin, c'est pas un scandale, mais tant mieux, ils sont heureux. Mais pour la France, c'est pas bon. Donc, il faut remonter à 15%. Pour ça, la R&D est fondamentale. Pourquoi vouloir supprimer les départements et multiplier le nombre de régions ? Ne faudrait-il pas faire justement le contraire, supprimer ces 15 super régions qui sont l'innovation administrative la plus récente, qui date des années 80, des années 2000 pour les super régions et des années 80 pour les régions, et revenir justement au département qui est quand même un cadre bien connu, bien identifié. Si vous voulez, je propose de fusionner les deux, en fait de créer 30 entités qui fusionneraient départements et régions. Ce livre est un livre... Vous arriverez à supprimer les autres entités si vous en créez de nouvelles. Non mais attendez, je veux absolument... Ah non, mais non, il faut supprimer. Non mais il faut supprimer. Parce que vous savez que vous avez 1,4 million de fonctionnaires, plus 500 000 contractuels dans les territoires, ça fait presque 2 millions de personnes qui bossent dans les territoires, dans ce millefeuille territorial. Donc on en a sans doute 2 fois trop. Moi je pense, si on doit faire des mesures de réduction d'effectifs de fonctionnaires, c'est principalement dans les territoires qu'il faut faire ça. Donc il faut fusionner des territoires et départements et régions, c'est sans doute
une des solutions. On ne sera pas forcément d'accord avec les recettes du top chef Pierre Gattaz, mais la lecture de ce livre est absolument passionnante et stimulante et elle a un mérite, c'est qu'elle lance un vrai débat avec des vraies mesures. Gagner, c'est maintenant, c'est aux éditions Fayard et c'est absolument à lire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pardon pour les soucis techniques qu'on a pu rencontrer au cours de cette émission. Bien sûr, nous allons tout faire pour les régler. Demain, vous avez rendez-vous à même heure, même endroit avec Anne-Emmanuel Isaac.